En 1929, le Black Thursday annonce le début de la Grande Dépression en Amérique. Celle-ci subit une crise économique sans précédent jusqu'en 1939. La ville de New York est au cœur de la crise. Dans ce contexte particulier, des businessmen new-yorkais lancent le projet d'organiser la prochaine exposition universelle afin de faire revivre la ville de New York et de revitaliser son économie. Entre 1935 et 1939, un comité planifie alors la foire, avec la ferme ambition d'en faire le plus grand événement international qu'ait connu le monde à ce jour. Le thème de la foire est très explicite, Build the World of Tomorrow. Il sera une invitation à toutes les grandes puissances politiques de cette période afin qu'elles représentent leur vision de l'avenir à travers l'architecture. Cet événement marquera tant les esprits par son ampleur qu'aujourd'hui encore, dans la pop culture, on retrouve de nombreuses références à l'exposition de 1939. Comme par exemple l'apparition d'objets iconiques ou de maquettes du site dans les décors de films de Marvel. Le succès de l'exposition est dû entre autres à un membre éminent du comité, Robert Moses. Il choisit pour site d'implantation le Flushing Meadow Corona Park, en périphérie de la ville de New York. Le lieu était surnommé The Valley of Ashes et n'était qu'un terrain vague où s'étendait un énorme marécage. Ce lieu semblait peu accueillant pour un tel événement, mais un travail titanesque a été réalisé par Robert Moses pour pouvoir construire cette foire mondiale. Il dessine le master plan de la foire et répartit la position des pays à travers le site. On peut remarquer que le plan conçu pour la foire est relativement classique dans sa composition urbanistique et renvoie à des codes du classicisme dans sa conception, alors que l'Amérique adopte depuis toujours des plans d'urbanisme très rationnels à base d'une grille hippodamienne. Le plan proposé présente beaucoup de similitudes avec celui de la dernière foire internationale de 1937 à Paris. Ce plan représente à lui seul un décalage avec le thème choisi ainsi qu'avec les bâtiments modernes, voire futuristes qu'il espère accueillir. La Belgique s'est vue assigner un emplacement de premier ordre au Lagoon of Nations, le cœur de l'exposition. Un emplacement similaire à celui qui fut attribué à la Belgique lors de la foire internationale de Paris en 1937, à un carrefour des plus grandes nations mondiales. Avant l'arrivée à New York du pavillon, tout le projet a été conçu et construit en Belgique. La Belgique mandate Henri van de Velde pour répondre à la commande de la foire internationale. Il est choisi pour son travail bien accueilli à l'exposition universelle de Paris en 1937. Il est considéré à cette époque comme un maître de l'architecture moderne. Pour l'épauler dans son travail, il engagera deux jeunes architectes, Victor Bourgeois et Léon Steinen. Ils représenteront trois générations d'architectes différents qui ont tous été directeurs de la Cambre à un moment donné. Il s'agissait pour Henri van de Velde de transmettre son savoir à la génération suivante. Dans la réalité de l'œuvre, Bourgeois et Steinen ont dû prendre le rôle de subordonnés. La conception du projet est effectuée en plusieurs étapes. La première esquisse propose un espace d'exposition adjacent à un vaste hall d'accueil. Ces espaces sont conçus avec des élévations assez importantes pour une échelle humaine. Le programme prévoyait également une restauration à l'étage, desservie par un espace de circulation connectant l'ensemble des fonctions du bâtiment. Ce système de circulation était conçu pour pouvoir déambuler à travers le bâtiment. La deuxième proposition préserve le gabarit des espaces d'accueil et d'exposition, mais fractionne celui-ci afin de bénéficier de plusieurs espaces distincts. Le restaurant est toujours situé à l'étage, mais dispose désormais d'une vaste terrasse s'orientant sur le Lagoon of Nations. À ce stade du projet viendra également s'ajouter un énorme clocher, venant ajouter un repère visuel du bâtiment dans le site d'exposition. À la troisième proposition, la composition du projet change radicalement. L'espace d'exposition est à nouveau fractionné et réparti à travers le site. Il s'articule désormais autour d'un grand patio central. Le hall principal conserve ses proportions de hauteur et reste l'espace principal d'exposition. Le restaurant conserve son orientation et sa position en contact avec le Lagoon of Nations. Le clocher est placé à l'intérieur du patio et fait toujours office de landmark dans le paysage de la foire. La phase finale du projet est assez similaire à la dernière suggestion. On retrouve l'articulation des espaces d'exposition répartis à travers différentes ailes en périphérie d'un patio central. Chaque aile d'exposition est isolée et bénéficie d'un caractère spatial qui lui est propre, offrant plus de diversité dans le programme. Seuls le restaurant et le clocher conservent leur position et fonction.
Just listen to that band, swinging music from jungle land. They'll make you strut and they'll make you stare. Then you hear 'em say, you ain't heard nothing yet. I know all the boys. Le bâtiment sera reconnaissable visuellement dans le contexte par son revêtement en dalles de terre cuite, tout comme son prédécesseur lors de la foire de 1937. Ce revêtement devient une caractéristique de la Belgique. Listen to Cork starting to go on his trumpet. Les espaces d'exposition de l'aile ouest adoptent une relation plus transparente et perméable vis-à-vis de leur contexte, tandis que l'aile est, dédiée à la section coloniale, est plus introvertie, renfermée sur elle-même. La section coloniale représente le contexte colonial du Congo belge et expose toutes sortes d'œuvres d'art importées localement. Tomorrow night, oh tomorrow night, why tomorrow night's gonna be too late. You know these folks won't be able to wait, so we'll play it now, fellas, that's what we'll do. We'll speed up the tempo, let's take it in two. Chaque aile du bâtiment est accessible par l'extérieur et l'intérieur. Ceci permet une libre circulation à l'intérieur du projet. L'entrée principale fait office d'un espace tampon entre le carrefour principal du site et le grand hall, qui est gravé par un discours prononcé par le maire de New York au roi de la Belgique en gage de l'amitié entre les deux pays. L'idée était d'accentuer l'espace d'exposition du bâtiment à travers une série de contractions et dilatations de l'espace pour augmenter l'effet de grandeur à l'intérieur de ces pièces, donnant ainsi plus de grandeur aux œuvres exposées. I'll be down to get you in a taxi, honey. Better be ready about 8:30. Now, honey, don't be late. Want to be there when that band starts playing. Just remember when we get there, honey. Le restaurant fait écho directement à l'implantation du bâtiment avec son orientation, retraçant la courbure du Lagoon of Nations dans le dessin du plan et de l'implantation du projet. Just listen to that band, swinging music from jungle land. They'll make you strut and they'll make you stare. Then you hear 'em say, you ain't heard nothing yet. I know all the boys, as you can see. Know 'em like I know my ABCs. Now I'm gonna have you meet 'em, so stick around. Maybe I can get 'em to go to town. Here's Hutch with his clarinet, Charlie and his slide trombone. Listen to Cork starting to go on his trumpet. The rhythm man, at the drums he has no peer. Structurellement, le bâtiment est pensé dès le départ comme pouvant être assemblé et désassemblé facilement, à travers tout un système de treillis reliés à des poutres en acier boulonné. Cette structure est mise en place pour deux raisons. La première est que les architectes voulaient pouvoir vérifier le bon fonctionnement du bâtiment en Belgique, avant de l'envoyer à la foire par navire. La seconde était en prévision du rapatriement du bâtiment, pour en faire un collège en Belgique. Cependant, l'idée de rapatriement tombe à l'eau lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate. La Belgique se retrouve en plein siège allemand et renonce à récupérer le bâtiment sur son territoire. De ce fait, le gouvernement belge va lancer un appel à candidature pour léguer le bâtiment aux Américains. Cet appel recevra en tout 27 candidatures. La candidature retenue sera celle
de la Virginie où le pavillon atteindra sa destination finale dans l'université de Richmond. C'est le Dr John Malchus Ellison qui a posé la candidature de l'université de Richmond en Virginie. Cette université était engagée dans le combat de l'égalité raciale et elle était composée principalement d'un corps estudiantin afro-américain. Il lui manquait énormément de ressources et d'infrastructures pour son campus et le pavillon belge pouvait répondre à ses besoins. On peut supposer que le gouvernement belge a attribué le pavillon à l'université de Richmond dans l'objectif de promouvoir la réussite des Noirs en Amérique. Le pavillon fut alors modifié pour accueillir son nouveau programme. La structure du bâtiment permet de facilement convertir les espaces selon les besoins du campus pour correspondre à la nouvelle programmation. Le bâtiment est encore aujourd'hui l'une des pièces maîtresses de l'université de Richmond et continue à être utilisé comme principale infrastructure du campus. Finalement, Henri van de Velde aura réussi à répondre à l'ambition de la foire internationale, à savoir construire le monde de demain à travers le pavillon belge de l'exposition de 1939 qui sert encore aujourd'hui à former les citoyens de demain. Won't be able to wait, so we'll play it now, fellas. That's what we'll do. We'll speed up the tempo. Let's take it in two.